Bonsoir à tous et bienvenue à la 11e conférence du cycle de la voix, les webinaires pilotés par le Voice Lab et co-organisés avec Cap Francia. Moi, c'est Consuelo Innocenti, programme manager pour le Voice Lab, et ce soir, nous allons parler de ChatGPT, sujet qui fait le buzz depuis des semaines. Et pour partager avec vous l'avis de nos experts en IA, voix et langage, nous avons invité beaucoup de monde. Et oui, nous commençons avec notre vice-présidente, Katia Lenné, qui aura la lourde tâche de modérer cette session qui s'annonce, Katia, moi je pense, animée. Donc, n'oubliez pas, pour les questions, si vous en avez, merci d'utiliser l'onglet qui est à droite de votre écran. Et si on peut, on vous répondra pendant la discussion, sinon, ou bien à la fin de la session. Donc, merci Katia, je te laisse la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie, d'animer cette session assez particulière, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table et ça va être plutôt une session à mode table ronde et pas, présentation, qui sera, peut-être plus dynamique et on pourra recueillir plus facilement l'avis de nos experts. Donc moi, je suis Katia Lenné, cofondatrice et CEO de Talker AI, qui est une plateforme, une entreprise française qui a pour objectif de fabriquer des assistants virtuels conversationnels multicanaux, de tout type d'ailleurs. Donc la conversation, effectivement, et l'automatisation sont au cœur de nos métiers. Peut-être si on passe sur la slide suivante, Consuelo, pour vous présenter rapidement qui sont les représentants autour de la table. Donc on a différentes entreprises et organisations. Donc, on a l'Inagora, Bad Voice, Converso, Voxis, Thalia, Talker, Affrancia, on présentait également, et l'Université d'Orléans. Et vous allez voir, les participants vont se présenter eux-mêmes tout à l'heure. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un petit peu la structure de la table ronde qui sera en effet assez libre, mais en même temps autour de plusieurs points liés à ChatGPT. Donc on s'est dit au départ, on s'adresse, voilà, tout le monde a un avis sur ChatGPT, de la même manière qu'en France, on a un avis sur le foot, sur la politique, sur la retraite, sur les retraites, sur absolument toutes les questions. Et ben maintenant, ChatGPT en fait partie aussi. En même temps, pour être plus sérieux sur la question, on s'est dit que il est temps aussi d'adresser la question de ChatGPT de notre point de vue d'expert du domaine de la voix et du langage, et de voir quel est l'impact déjà que ça va avoir sur nos propres métiers, quel est l'impact technologique global ou spécifique, vertical, hein, de point de vue de la capacité d'expertise de nos experts autour de la table, et aussi tous les autres impacts qui sont liés à ça, évidemment. Certainement, on ne va pas tout couvrir parce qu'il y a tous les aspects sociétaux, économiques, etc. Mais voilà, on va essayer déjà d'aborder ces questions-là avec des cas d'usage et traiter aussi bien les opportunités et les risques. Voilà. Avant effectivement de commencer dans le vif du sujet, c'était pour vous dire on était à un point où ChatGPT, comme vous le voyez, et c'était indispensable d'en parler aussi de point de vue, phénomène, économique, social et on va dire de grande pénétration, puisque, vraiment ça touche, maintenant le grand public, comme je l'ai dit. Presque tout le monde a un avis là-dessus. Rien que par sa pénétration rapide et fulgureuse, on peut aussi se poser certaines typologies de questions, évidemment, et d'autant plus qu'on a besoin de répondre sur certains risques que ça peut générer ou en tout cas provoquer. Mais évidemment, on ne va pas oublier les opportunités parce qu'elles nous semblent aussi très importantes. Je ne rentre pas dans le détail des opportunités de marché, en tout cas, et de la bataille sans fin. Je vous laisse étudier ça plus tard. Lorsque vous aurez peut-être la présentation, Consuelo, si vous passez là sur le slide d'après. Petit rappel sur
c'est quoi ChatGPT? Donc voilà, c'est la contraction de chat et de GPT qui est le transformateur génératif pré-entraîné ou Generative Pre-trained Transformer. Et c'est effectivement le fonctionnement, en tout cas, de cette architecture de neurones, réseau de neurones d'apprentissage par en profondeur qui est différente et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a cette efficacité et amélioration d'entraînement de modèles avec une quantité de données voilà, non connue jusqu'à aujourd'hui. Ce qui peut faire ChatGPT, entre autres, générer du contenu, parler et répondre à différentes langues, traduire, analyser, produire des textes ou créer générer des textes, évidemment. Comment ça fonctionne le ChatGPT? Évidemment par prompt, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. Après cette rapide ouverture, je passe la parole effectivement à Amédée qui va se présenter. C'est le premier participant à notre table ronde. Oui, bonjour, enchanté, donc Amédée Potier, donc moi cofondateur et CTO de la société Converso. Donc nous, on construit des solutions conversationnelles pour automatiser le support aux clients, donc que ce soit de l'automatisation du traitement d'email, de tickets ou de conversationnel. Et voilà, effectivement, on a, comme beaucoup d'entre nous ici, on a vraiment découvert ChatGPT et ses capacités incroyables qu'on utilise au quotidien. Donc très content d'en parler avec vous. Pour ma part, Jean-Pierre Lauré, donc je suis le responsable recherche de la société Linagora. Donc Linagora, c'est un acteur du monde du logiciel libre. Linagora, c'est une société qui a plus de 20 ans maintenant et qui décline différents métiers autour des logiciels libres. Et notamment, donc, on développe un ensemble de technologies donc sous l'appellation, la marque Linto, donc un ensemble de technologies pour la reconnaissance de la parole et le traitement donc de cette parole une fois écrite, une fois transcrite. Bon, c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure, mais bien évidemment, donc les technologies, les modèles de langage tels que ChatGPT, eh bien, sont un sujet qui nous intéresse déjà depuis quelques années. Bonjour, donc Karel Bourgois, donc je suis le président du Voice Lab et CEO fondateur de Voxist. Voxist, on fait un peu comme Linagora des solutions de speech to text. Nous, on est très axé télécom, puisque au départ, on a une solution de connaissance vocale spécialisée dans le domaine de la messagerie vocale. Et on travaille aussi sur des solutions où on va un cran effectivement plus loin, c'est-à-dire non seulement d'avoir le speech to text, mais le speech to understanding, comme on dit parfois, donc la capacité à identifier des intentions, des éléments de langage directement dans ce qui est dit. Et effectivement, GPT, c'est assez intéressant parce que on entend un certain nombre de choses. Dernièrement, il y a Microsoft en Allemagne qui a annoncé qu'avec GPT-4, on pourrait directement, depuis l'audio, avoir des résumés de conversation. Donc voilà, on voit que les deux choses se rapprochent de plus en plus. Bonjour à tous, donc moi je suis Pascal Alléné, je suis le cofondateur de Talker et donc on construit des assistants virtuels. Bon, je ne vais pas rappeler ce que les autres personnes et mes prédécesseurs ont dit. Effectivement, on voit une avancée avec GPT, donc on va pouvoir en parler aujourd'hui plus longuement avec vous. Voilà. Bonjour, donc Emmanuel Chang, je suis enseignant-chercheur, linguiste, pas informaticien, linguiste, et je travaille au laboratoire ligérien de linguistique à Orléans. C'est un labo qui est tourné vers les données orales, vers le français oral. On a des gros corpus oraux.
Et alors, il y a des gens qui travaillent sur le français, puis il y a des gens qui travaillent sur d'autres langues, et je fais partie de cette deuxième catégorie. Je travaille sur les langues qui intéressent finalement assez peu de monde, mais qui sont des langues orales, donc pour la plupart sans tradition écrite. Et les grands modèles de langage sont particulièrement intéressants comme levier pour faire bouger pas mal de choses du côté de la recherche en linguistique. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis Maxime Sanderek, je suis CEO et cofondateur de Bat Voice AI. Donc c'est une solution de Speech and Emotion Analytics. Donc nous on a intégré des technologies propriétaires, donc on a développé nous-mêmes de reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, identification d'émotions dans la voix, dans une plateforme intelligence opérationnelle qui répond à des besoins opérationnels d'équipes entre 10 personnes, 10 commerciaux jusqu'à 10 000 conseillers en centre de contact. Oui, bonjour, je suis Françoise Soulier, je suis le conseiller scientifique du Hub Francia. Je suis un expert IA, on va dire, de la première heure. Nous nous sommes intéressés à ChatGPT avec un groupe de travail qu'on a créé au Hub parce que nous pensons que ça va faire une deuxième révolution de l'IA, on va dire, après la première qu'on a connue à partir de 2012. Bonsoir, je suis donc Antoine Couret, je suis le président fondateur d'Alia, qui est une plateforme de développement et de mise en production pour les algorithmes d'IA qui s'intègrent et les intégrer dans des systèmes d'information, donc avec des environnements sécurisés et à la fois de stockage et de calcul. Et puis je suis par ailleurs également le président du Hub Francia, et comme le disait Françoise, effectivement on considère que les grands modèles sont un game changer sur l'accès à la connaissance. Merci à tous. Je pense qu'on a fait le tour de table. Mais puisque tu as la parole, Antoine, je vais démarrer avec ma première question qui est sur justement les impacts technologiques que toi tu considères de ton point de vue, de ton métier. Justement, qu'est-ce que ça change? Alors sur les impacts technologiques, alors je suis sans doute dans le tour de table, pas le plus féru sur les sujets purement orientés autour de la voix et de ChatGPT. Juste nous, ce que ça impacte de notre côté, c'est, je pense qu'il y a deux choses. Un, je considère que, comme on le disait juste avant, que les grands modèles d'un côté et le ChatGPT, donc la partie applicative de l'autre, sont une réelle rupture technologique, comme le disait Françoise, qui est un peu une deuxième révolution, tout en se posant la question effectivement des besoins en ressources qui sont associés à ça. Les deux grosses ruptures technologiques qu'on voit derrière ça et qui sont impactants, y compris pour le développement des modèles d'IA au sens large, c'est ce côté simplicité d'usage, accès à des modèles complexes mais de façon extrêmement simplifiée, et deux, qui est sans doute l'impact le plus fort, un changement aussi à la fois technologique et économique, puisque ces modèles ne fonctionnent qu'avec une intensité capitalistique forte, puisqu'il faut investir pour construire le premier modèle. Il faut aussi avoir des infrastructures d'inférence qui sont relativement importantes et distribuées. Et donc ça impacte des changements technologiques aussi dans la construction des modèles, dans la façon de les faire tourner dans des systèmes d'information. Voilà. Et donc, ce que ça impacte également côté Alia en termes de rupture technologique, c'est que nous, Alia, c'est une plateforme pour développer des modèles et après les passer en production. Il y a deux impacts principaux, c'est dans le développement de modèles, donc la création de notebooks ou des choses comme ça. On peut imaginer, et on est en train de travailler dessus, sur la génération automatique de notebooks à partir de large AI modèles pour accélérer les développements et simplifier les développements en proposition
en première proposition et qui peuvent après être affinés par des data scientists. Et après, on peut avoir la même chose côté mise en production avec avec une sorte de première automatisation de la simplification, minimisation des modèles proposés par des algorithmes de type Large AI Models. Voilà, donc c'est les deux principales ruptures que l'on voit impacter ces modèles-là en termes d'accélération des développements et en termes de coût d'accès, coût au sens large d'accès aux technologies. Et pour rebondir sur le coût d'accès aux technologies, donc effectivement, si on souhaite construire tout le modèle soi-même, faut des sacrés environnements. Donc il y a l'option évidemment de fine-tuner des modèles. C'est-à-dire qu'on peut prendre des modèles existants, le DaVinci ou autre, et faire des apprentissages dessus pour avoir des modèles fine-tunés, ce qui permet d'aller évidemment plus vite et qui est infiniment moins cher. Par contre, ça change complètement la façon de travailler. C'est-à-dire qu'on était habitué avant à avoir des modèles où on allait faire de l'agrégation de données, on allait faire de la notation, on allait faire de l'apprentissage, on allait ensuite faire de l'évaluation, récupérer les F-scores, etc. pour évaluer le modèle. Là, en fait, on ne peut plus vraiment faire ça puisqu'on est sur des modèles génératifs. Donc la notion même de test et d'évaluation des performances, elle est très compliquée parce que en fonction de la température, il va y avoir de l'aléatoire, il va y avoir différentes choses qui vont ressortir. Donc, c'est pas toujours évident d'évaluer ces modèles. Il y a aussi, je trouve que d'un point de vue technologique, dans la façon dont on les utilise, l'introduction de la notion de prompt, c'est-à-dire le fait qu'il y a toute une nouvelle ingénierie à repenser autour du prompt et comment on construit les prompts pour demander au modèle d'effectuer une tâche donnée, qui est vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, tous en tant qu'ingénieurs, on est habitué à utiliser des librairies avec des fonctions, des syntaxes, etc. Et là, on est dans un mode NLP pour dire ce qu'on veut, en fait. Donc, ça change vraiment la donne. Donc, si je comprends bien, donc la simplicité d'usage et une autre manière de construire, on va dire, et de fabriquer par la suite des modèles et d'entraîner des modèles. Et c'est aussi le fait que ce soit des modèles pré-entraînés qu'on va utiliser pour justement accélérer nos propres développements. Je pense que ce que dit... La question, Katia, là, qui se pose vraiment pour un usage business, c'est que pour l'instant, ChatGPT raconte souvent beaucoup de bêtises. Et donc, naturellement, si on veut avoir un usage métier sérieux, il va falloir fine-tuner absolument le modèle pour le spécifier sur le domaine sur lequel on va vouloir l'utiliser. Et donc, toute la question, c'est ChatGPT pour le fine-tuner, il faut effectivement des grosses infrastructures. Donc, est-ce qu'il y aura des solutions qui pourront être accessibles à toutes les entreprises, même les petites, de façon à ce qu'elles puissent fine-tuner sur leurs données à elles? Et je pense qu'en fait, si on joint les deux choses que viennent de dire Françoise et Amédée, on voit que d'un point de vue technique et fonctionnel, on a une vraie disruption parce que la notion de prompt, alors on entend maintenant on voit des annonces passer pour des prompt engineers à 300K. Donc tout d'un coup, on a un nouveau métier qui arrive avec une nouvelle modalité. Et avec ce que disait Amédée, qui est qu'en fonction du prompt, on n'a pas la même réponse, et ce qu'il disait Françoise, qui est que non seulement on n'a pas la même réponse, mais que parfois elle est fausse. Et donc, on n'a pas les outils de test, de mesure de la qualité, et on se retrouve effectivement sur un grand nombre de changements, non seulement dans la techno, mais dans les méthodes de travail, dans les méthodes de construction d'un produit, et dans l'impact que ça peut avoir sur le résultat final et le niveau de comment dire, trustworthy des produits qu'on met sur le marché. C'est-à-dire, on ne sait pas si notre produit il est bon à 90 ou à 80% et dans quel impact. Et donc ça pose de nombreuses questions sur comment on peut utiliser ces technos. Exactement, c'est pas simple et je vais même rajouter un petit élément là-dessus, c'est qu'actuellement si on utilise, donc c'est assez fascinant de prendre des modèles, de les fine-tuner et de travailler là-dessus.
Mais on s'aperçoit qu'actuellement, il y a une réelle instabilité. On est dans les early days. Il y a clairement une réelle instabilité des API et des environnements d'OpenAI et d'Azure qui ne sont pas encore... ça change tous les jours. Un jour, ça marche, un jour, ça ne marche pas. Il se passe des choses bizarres à un moment. Il y a vraiment une réelle instabilité. On sent vraiment... On est aux prémices d'un truc incroyable, mais on est encore dans les premiers jours. Mais justement, c'est une très bonne raison pour sortir de ChatGPT, pour aller voir autre chose. Oui, après, oui, absolument. Enfin, après, là, on est sur les larges modèles. Enfin, là, le sujet, c'est ChatGPT, donc on parle de ChatGPT. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça, en fait, François, je voudrais revenir vers toi parce que tu disais révolution. Après, tu disais, oui, effectivement, tu es un expert d'IA de première heure. Donc, ces impacts technologiques, on les prend avec des pincettes. On fait quoi? C'est quoi le next step là? Quelle est l'attitude? Je pense que tout le monde sait ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'il y a eu, en gros, une grosse vague d'industrialisation de l'IA à partir de 2012 jusqu'à donc maintenant, en 10 ans, dans lequel, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que dérouler des techniques IA qui dataient des années 90. Très bien. En 2017, il y a un article qui est sorti, Attention is all you need, qui est en fait la base de la technique des transformers qui a complètement révolutionné, qui a amené là où on en est. Mais si vous entendez ça, vous voyez que ChatGPT et tous ces petits camarades, les solutions de Google, les solutions de Meta, etc., tout ça, ça date de ce papier-là, 2017, donc ça a 5 ans, grand max. Donc c'est des technologies qui sont extrêmement récentes. C'est comme quand vous faites la peinture chez vous, il ne faut pas toucher au mur pendant un certain temps. Et je crois qu'on est là dans une période où on touche le mur et la peinture est encore mouillée. Donc, c'est des technologies vraiment très révolutionnantes, très intéressantes, mais je pense que l'application industrielle, il va falloir bien encadrer et faire bien attention à la façon dont on s'en sort. Il y a sûrement plein de choses encore qui manquent pour que l'application industrielle soit... solide et sans trop de risques, on va dire. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, Pascal, toi, peut-être faire le pont entre technologique et fonctionnel, de point de vue fonctionnel, l'utilisation et justement cet impact technologique de ton point de vue dans ton domaine d'activité. Comment tu le vois? J'ai un peu la même vision que tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire que nous on l'utilise au quotidien à différents niveaux en fait, évidemment pour générer des textes. Au niveau du conversationnel en fait, comme dit Françoise, on n'est pas passé en mode industriel, c'est-à-dire qu'il y a trop de risques, comme disaient certains, c'est que ça risque de planter en plein milieu et on ne sait pas pourquoi. Les résultats, ils sont plutôt bons. Je pense qu'on est au-delà de pourcentage de compréhension. Moi, je suis un peu... je trouve qu'il est très, très bon globalement. Et si je devais parler en pourcentage de compréhension, on est au-delà des 97-98%, ce que je n'ai jamais vu dans nos modèles avant. Donc, les résultats sont très hauts. Mais c'est vrai et après, il y a tout ce risque autour. Enfin, l'impact, il est aussi d'envoyer toutes ces données... d'envoyer les données à l'étranger, c'est compliqué. Et en plus, de toute façon, dans les conversations qu'on a avec les clients, il y a des données personnelles. Donc forcément, il va falloir mettre d'autres IA qui, elles, sont un peu plus fermées et donc vont vérifier qu'on n'envoie pas tout et n'importe quoi aux États-Unis sur OpenAI, quoi. Donc il faut être prudent, il faut avancer. Effectivement, j'aime bien l'expression, l'histoire de la peinture. Je pense qu'on a les mains pleines de peinture en ce moment. Et donc, mais en même temps, on voit une vraie avancée. GPT-4, évidemment, qui arrive dans quelques jours. On parle de Llama en ce moment aussi, qui est un peu sur le devant de la scène. Tout ça est intéressant et ça va surtout, c'est très vite, c'est une grosse accélération technologique en ce moment, quoi. Parce qu'en fait, ça marche. Je pense que c'est la différence avec le passé, quoi. Avant, ça marchait pas exactement comme on voulait. Aujourd'hui, ça marche suffisamment pour s'en servir. Très bien. Maxime, je pense que... est-ce que tu as quelques points à évoquer sur l'utilisation que vous faites, par exemple? Oui, en fait, c'est ça que je rejoins tous les avis précédents. Ce que je voulais noter quand même, c'est que c'est une technologie qui a absorbé
une masse d'informations impressionnante sur masse de connaissances. On travaille sur des secteurs qui sont plus restreints. En connaissant les limites de ChatGPT, on peut identifier justement des points sur lesquels on peut les mettre en application sans trop de risques. Et on a quand même des mesures de contrôle et d'évaluation justement lorsqu'on prend ces précautions-là. Je peux donner effectivement un exemple. C'est un outil que je recommande très fortement, c'est Notion, qui permet de structurer toute la base de connaissances d'une entreprise et d'autres choses, de gérer des projets, de partager des informations en interne, en externe, sur un modèle de contenu texte avec des tableaux insérés qui communiquent entre eux. Je suis dessus d'ailleurs, c'est là que je prends mes notes. Donc, ce qui est intéressant, donc sur un cas pratique, ils ont intégré ChatGPT. Donc, ils ont intégré ChatGPT et on a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues et qui permettent de faire un ensemble de choses, à savoir. J'avais pris quelques petites notes pour être un peu plus synthétique là-dessus. Bon, je les ai pas sous la main, mais ça permet. Alors, ils sont là. Donc, ça permet de synthétiser du texte, d'étendre du texte, d'améliorer un texte, reformuler des conversations non structurées, classifier un ou plusieurs sujets d'une conversation, des motifs d'appel, identifier des entités, une marque, une référence client, identifier, interpréter des expressions clés. Quand je dis interpréter, c'est-à-dire quelles sont les expressions clés principales que j'ai utilisées ici et pourquoi, en fait, définis-les. Identifier des sentiments, une ambiance générale d'un contenu ou d'un appel. Traduire aussi, ça fait partie du pack. Et la façon dont on a fait Notion, c'est très intéressant parce que ça correspond à leur cœur d'activité. C'est je prends des notes, j'ai besoin que tu synthétises ce que j'ai écrit, que tu améliores ce que j'ai écrit, que tu en fasses une press release, que tu en fasses un article de blog. Je veux que ce soit plus court, je veux que ce soit plus long, je veux améliorer l'écriture. C'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus et au quotidien pour des. Enfin, moi j'ai fait des tests sur des courriers. Bon, j'étais un peu fatigué, je me suis dit, bon, je vais écrire quelques lignes et je vais lui demander de l'allonger, l'améliorer. Et ça marche étonnamment bien. Ça marche en 1 minute, même pas. Il nous fait quelque chose qui est très bien structuré, peut-être un peu à reprendre, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment plus que j'aurais fait en 10 ou 30 minutes. Donc, c'est un gain de temps formidable. Donc, l'exemple, c'est Notion. Après, nous, sur des applications réelles, en fait, il y a 2 types d'applications. C'est de l'apprentissage supervisé. Hein. On l'a dit, c'est des masses de données. Effectivement, il y a une structure et un modèle capitalistique parce que pour faire l'apprentissage supervisé, on a besoin de beaucoup de monde pour pouvoir apprendre à la machine à faire des choses. Nous, on le fait au quotidien. On a des équipes qui travaillent sur des bases de données, qui construisent des bases de données. Donc, sur cette partie-là, avec toutes les précautions, bien sûr, il faut que ce soit anonymisé. On ne peut pas donner n'importe quoi à ChatGPT, qui est une entreprise qui n'est pas sur le sol de l'UE. Et ça, on en parlera aussi des risques et des précautions. Mais ça peut être intéressant dans un cadre d'aide à la notation et ça peut nous permettre nous aussi d'aller traiter des masses de données beaucoup plus importantes, par exemple par une revue de ce qu'a fait ChatGPT. Quelques exemples en tout cas sur des cas réels. Après, j'en ai d'autres, mais on va limiter là parce que c'est fou. C'est vraiment super, effectivement passionnant, effectivement, d'avoir les retours de chacun d'entre vous. Emmanuel, de ton point de vue, donc un linguiste, voilà, dis-nous en fait ton avis, qu'est-ce que tu en tires de cet impact technologique en tout cas? Bon, c'est bluffant. C'est sûr que c'est nettement meilleur que tout ce qui avait été proposé jusque-là. Après, c'est pas parfait. Et comme vous le savez, les linguistes sont toujours là pour embêter sur le petit détail, etc. Donc on reste toujours là à chipoter les détails. Ça pour nous, ça reste pareil qu'avant. Mais non, c'est vraiment bluffant. C'est aussi un énorme levier pour travailler sur d'autres langues, pour faire du transfert, etc. Il y a un point qui me paraît important, c'est bon, tout le monde a suivi aux infos le fait que les étudiants se sont emparés de ChatGPT pour passer leurs examens. Alors ça, c'est
un côté peut-être un peu négatif, mais nous, la question qu'on se pose, c'est comment créer des cours et comment enseigner et faire en sorte que les étudiants s'approprient ces modèles. Parce que c'est des choses qui sont gigantesques et c'est très difficile pour nous de les faire saisir en cours. C'est pour ça que des modèles moins puissants, plus petits, comme celui de Meta, Llama, ça nous intéresse énormément. Je crois que ce que tu viens de dire, il me semble que c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que de la même façon qu'on a un prompt engineer, c'est-à-dire quelqu'un qui va apprendre à faire des prompts, il faut absolument former. Alors, tu parles des étudiants, mais j'ai envie de dire que pratiquement dans les lycées, ce serait bien aussi de former les gens à l'IA de façon générale et à ChatGPT en particulier. Je crois qu'on a un énorme problème de formation parce que ce sont des outils sur lesquels on met difficilement la main finalement, en termes d'infrastructures de calcul, de matériel, etc. Donc, ce problème de formation, il est aigu en France, je crois, parce qu'on n'est pas équipé. On n'est vraiment pas équipé pour ça. Oui, on va pas demander du temps sur Jean Zé pour faire un TP. Hein. Donc voilà, on est vraiment bridé par ça. Voilà. Et sachant que jusque-là, on a eu beaucoup d'étudiants qui venaient, peut-être dans vos entreprises d'ailleurs, faire des stages sur le développement de chatbots. Et là, on voit bien que le métier a clairement changé en quelque temps. Et nous, la question qu'on se pose, c'est comment s'emparer de ça et comment apporter une réponse à la société. Ça laisse tout le monde perplexe. Est-ce que je peux dire un truc idiot, mais vraiment idiot? En 68, on disait il est interdit d'interdire. Et donc, quand on voit les étudiants qui trichent aux examens, la première réaction, c'est bon, on interdit l'utilisation de ChatGPT. Je préfère beaucoup ton attitude qui est de dire il faut former, quoi. Donc, il va bien falloir. Moi, ça me rappelle, pour notre génération, les calculatrices Texas Instruments, je crois. Mais quoi, tu dis? Les premières qu'on a eues. Les calculatrices Texas Instruments. Bah oui, c'était les premières qu'on a eues. Finalement, avec pas la quelques cas de mémoire. Et puis finalement, ça n'avait aucun intérêt de les interdire. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut qu'on arrive à ne pas interdire ces trucs-là. Mais pour ça, il faut trouver un moyen que ce soit constructif et que ça ne détruise pas complètement la notion d'examen. Sauf que dans certains cas, les examens sont tellement idiots que les interdire, finalement, ça va tricher. Enfin bon, je n'ai rien dit. Mettons que je n'ai rien dit. François, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que à plusieurs reprises, là, j'ai entendu certaines personnes sur le pont dire, en fait, il nous faudrait des modèles plus petits. Et moi, je comprends la chose, mais en même temps, est-ce qu'on arriverait, avec des modèles plus petits, à faire autant? Parce que c'est la force de ChatGPT, enfin de GPT voilà. Karel, tu feras peut-être moins, mais regarde, pour faire des cours, on n'a pas besoin d'avoir du top de la performance. Alors ça, c'est une réponse. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'entraîne mon modèle uniquement avec des données de cours, en me disant comme ça, il connaîtra uniquement ce domaine. La force de ChatGPT, c'est qu'ils l'ont entraîné avec tellement de trucs, il arrive à comprendre la notion de cours, alors que s'il ne connaissait que les cours, parce que finalement, il comprendrait, parce qu'il lui manque tout le contexte. Enfin, comme un être humain, finalement, moi, je suis plutôt un expert du marketing de produits technologiques, on va dire, mais le fait que j'ai eu des cours d'histoire de géo, quelque part, même si ce n'est pas utile dans mon quotidien de chef d'entreprise technologique, c'est ce qui m'a amené en partie à arriver à comprendre les problématiques. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'aimerais quand même poser la question à Jean-Pierre, qu'on n'a pas entendu du tout. Jean-Pierre, on fait le tour de la table et quel est ton point de vue sur les impacts technologiques fonctionnels? On les fera ensemble, comme ça fait... Oui, alors moi sur ce point-là, je voulais quand même déjà revenir sur le fait que, bon, d'accord, ChatGPT, c'est quelque chose qui fait énormément de buzz actuellement, mais enfin,
ça arrive quand même pas de nulle part. Et même si c'est relativement récent, c'est une technologie parmi d'autres où on voit florès là actuellement de large language model, chacun annonçant à qui mieux un modèle un peu plus gros que le précédent. Et donc OpenAI a eu cette quand même très bonne idée de mixer ces langages, ces LLM, avec donc de la connaissance humaine au travers d'une longue étape de reinforcement learning qui en fait donne toute sa valeur, en tout cas toute cette différenciation et toute la valeur à ce modèle par rapport aux autres, et notamment sa facilité d'usage et le fait qu'il déconne peut-être un peu moins que les autres, et donc qui semble quand même plus adapté. Bon, cependant, moi, je voulais dire aussi que nous, chez l'Inagora, donc comme on s'intéresse à la reco de la parole et au traitement de la parole écrite issue d'une transcription depuis quelques années, donc on suit ces modèles génératifs depuis leur début. On a également participé donc avec l'École Polytechnique au développement d'un modèle qui s'appelle Barthez, qui est le premier modèle préentraîné pour le français. Donc on a entraîné sur Jean Zay. Il y a 66 gigas de textes qui ont été utilisés. Bon, c'est un modèle simplement français, mais qui a une valeur et qui vient se positionner un peu dans cette grande course. Notons donc que bon, on peut les regarder aussi de ce point de vue-là, avec des questionnements d'un point de vue industriel, bien sûr, puisque notamment autour des ressources et qu'ils consomment. Alors, nous, on a fait pas mal de tests sur la partie de ChatGPT. On l'a testé assez intensivement sur notre activité donc de traitement de la conversation, et notamment pas mal de travaux que l'on fait donc en collaboration avec des équipes de robotique sur la compréhension les interactions homme-robot. Et ce qu'on a constaté, bon, c'est plusieurs choses. Comme il a été dit tout à l'heure, cette capacité d'hallucination de ces technologies, leur capacité à inventer des réponses qui peuvent être totalement sans fondement. Alors, Internet, enfin les réseaux sociaux s'en sont fait les gorges chaudes, hein, bien sûr, mais bon, on le constate quand même à plusieurs niveaux, notamment donc toute sa difficulté à faire des raisonnements de logique et sa compréhension à comprendre profondément en fait ce qui est dit dans un texte. On voit bien qu'il y a de nombreuses limites en la matière. On a fait plein de petites expériences que je pourrais vous conter assez rigolotes, où on voit que bon, voilà, la compréhension reste très très superficielle. Donc, Jean-Pierre, tu pointes effectivement les modèles alternatifs, donc c'est intéressant. Toi, ton conseil, c'est quoi votre attitude? On utilise tout, on effectivement profite de tout, évidemment de tous les avantages évidemment donnés par les différents modèles ou... Alors, nous au jour d'aujourd'hui, les très gros modèles comme celui de ChatGPT sont pas utilisables à différents titres. D'une part, à cause c'est leur problème inhérent que je viens d'évoquer avant.
le fait qu'industriellement, on va pas, nous, on n'a pas accès à jaser en permanence, hein, donc, parce qu'il faut voir qu'en inférence, ces modèles-là, ils invoquent à chaque fois que vous lui soumettez une requête, eh bien, les 170 milliards de paramètres, ils sont invoqués, hein, donc c'est affreusement coûteux, bien sûr, en énergie. Et puis c'est juste inutilisable dans le domaine industriel. Donc nous, on pense que bien sûr, ces approches sont tout à fait intéressantes, mais qu'il faut aller sans doute revoir un petit peu leur architecture et puis travailler sur peut-être d'autres types de modèles. Et peut-être avant de parler d'exemples d'usage, parce qu'on s'était dit que sur l'impact business et sur les exemples d'usage concrets, on allait donner quelques différents usages concrets. J'aimerais qu'on parle d'opportunités et de risques. Je ne sais pas si on a la slide d'opportunités et risques, parce qu'il y a un certain nombre sans que les listes ici présentes que je vous ai préparées soient évidemment exhaustives, mais les opportunités qui se présentent à nous, et pas seulement à nous professionnels, mais à tout le monde, et par rapport aux différentes technologies proposées par GPT ou les autres identiques. Qu'est-ce que voilà, tu as la parole, Jean-Pierre, donc tu as la main sur les opportunités et après les risques. Je pense tu pourras traiter les deux, sachant que sur les risques, ils sont évidemment classés et chacun d'entre nous a déjà quelques idées en tête. Et je vois qu'il y a même des questions dans ce sens-là, donc on va pas tourner autour du pot. Alors nous sur la partie opportunité, alors bon, plusieurs choses sur les modèles de type Transformer. Et sur la partie recours de la parole, si on regarde des approches telles que les modèles à la Whisper, qui sont aussi une technologie OpenAI, mais déjà c'est une technologie, les modèles sont disponibles, et puis même s'ils demandent beaucoup de ressources, sont quand même un tout petit peu plus raisonnables que les technologies à la chat GPT. Bon, il nous semble que sur ce type d'architecture, il y a certainement des éléments intéressants à regarder. Bon, alors après, moi, je ne peux pas non plus pas complètement quitter mon chapeau open source. Mon chapeau open source. Et bien entendu, d'un point de vue open source, on peut difficilement déjà ne pas parler de Bloom, hein, qui est quand même dans la famille des modèles à large, les larges language models. Bon, c'est un modèle. On me dit, pardon, qu'on perd l'esprit de tour de table à 1 minute 30 par personne pour chaque question. J'avoue qu'effectivement, c'est tellement intéressant chaque prise de parole que je me laisse très vite. Voilà, je n'ai pas de montre. Voilà. Donc, Jean-Pierre, je vais proposer à quelqu'un d'autre peut-être d'enchaîner. Peut-être à m'aider, j'en sais rien. Voilà. L'idée, c'est de ne pas. Non, mais effectivement, merci. C'est vrai que c'est assez passionnant de rentrer dans un peu dans ces discussions autour des modèles, etc. Mais juste pour revenir un peu sur l'aspect, justement, sur les impacts fonctionnels, les impacts business, etc. Je pense que le premier point qui est fascinant, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, Katia, il y a 2/3 des gens qui l'utilisent quotidiennement, qui jouent avec, etc. Donc ça a ramené l'IA au premier plan des préoccupations des DSI, vraiment. C'est-à-dire que ça a vraiment changé la donne en entreprise. Donc je pense qu'il y a une opportunité. Tout le monde attend finalement de voir ces nouveaux cas d'usage se déployer dans leur contexte, dans leurs applications, dans leurs usages quotidiens. On a réinventé complètement des nouvelles fonctions qui existaient, mais qui étaient
pas du tout au même niveau sur, par exemple, créer des moteurs de réponse plutôt que des moteurs de recherche, avoir vraiment des vraies sessions de discussion avec une notion de contexte, ce qu'on trouve dans ChatGPT, tout ce qui est l'aspect génératif avec la notion de résumé de texte, l'aide à la rédaction. Tous ces éléments-là, c'est vraiment des nouveaux cas d'usage. Enfin, ça ouvre tellement de champs qu'en fait, on voit des aspects productivité incroyables qui peuvent se dégager. Et je pense que tous les responsables d'entreprise sont en attente de voir ces gains de productivité arriver chez eux. Donc, ils nous attendent, nous tous, finalement, pour qu'on les aide. Oui. Justement, là-dessus, nous, on a déjà un client qui nous a dit, globalement, à chaque fois qu'il y a un client qui appelle au téléphone, on pourrait donc lui envoyer tout le contexte des anciens appels, de l'historique de ces conversations qu'il a eues. Et derrière, quand il prend l'appel et il fait même une demande simple, on pourrait quelque part, avec du risque, hein, bien sûr, il y a un risque, CDC, GPT, aller dans une direction, sachant qu'on va évidemment quand même diriger les prompts. Et en fait, pour l'instant, on est un peu en train enfin, quand je dis un peu, c'est une façon de parler, on est en train de travailler là-dessus parce que on pense que ça peut être intéressant en termes de tests. Donc, c'est-à-dire, comme on disait dès le départ, moi, je pense pas au métier des prompt ingénieurs, je trouve que c'est un peu exagéré. Je pense qu'on est on a tous commencé avec une ligne sur GPT et aujourd'hui, je pense que certains d'entre nous commencent à faire non plus 1 ou 2 ou 3 lignes, mais plutôt du 10 ou du 15 lignes pour l'exprimer réellement le contexte. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est la même chose, mais carrément à l'automatiser, c'est-à-dire aller chercher dans une base de connaissances des informations, aller chercher dans une base CRM des informations, envoyer tout à GPT, s'appuyer sur la demande du client et lui faire la meilleure réponse possible et même la meilleure conversation possible. Et Pascal, pardon, je t'interromps parce que je vais être un peu provocatrice parce que les questions de données de l'entreprise, de données RGPD, évidemment, revient. Quelle est l'utilisation qui peut être faite en toute, on va dire, souveraineté, sécurité, etc. Parce que il y a un contournement. C'est que là, pour l'instant, tu fais du contournement sur un prénom. Tu récupères un prénom et tu lui envoies un autre prénom. Tu envoies des noms, mais tu changes des informations. Tu dis que la personne a un chat, tu lui envoies qu'elle a un chien, etc. Et tu anonymises en fait une conversation à GPT en lui faisant passer d'autres paramètres qui sont très similaires pour anonymiser une information, mais il va faire un retour quasiment équivalent de l'autre côté. C'est-à-dire que tu donnes pas vraiment forcément les bonnes informations. Et dans ce cas-là, en contournant quelque part le système, tu auras à peu près une bonne réponse. Et même la réponse, tu pourrais de nouveau qui est anonyme, tu pourrais la retransformer dans l'autre sens pour la rendre crédible vis-à-vis de l'utilisateur final. Donc c'est vraiment l'art du prompt en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment celui qui maîtrise les prompts va vraiment pouvoir aller exploiter à tous les domaines confondus, que ce soit du PowerPoint ou n'importe quoi, de l'Excel, du Notion justement, aller vraiment extrêmement loin en fonction des outils. Après, je pense qu'il y a une autre question RGPD qui se pose, qui est l'entraînement. On n'a pas une connaissance très claire sur quelles données tout ça a été entraîné. Là, Microsoft récemment a annoncé qu'ils avaient fait un moteur multimodal de transcription, entre autres, mais qui faisait plus que cela, et qui avait été entraîné sur 18 millions d'heures, je crois, un truc comme ça. Et à un moment donné, toutes ces données qu'ils ont ingérées, j'ai du mal à y croire qu'elles soient parfaitement anonymisées. Donc c'est vrai que même si nous, dans l'utilisation, on peut travailler sur l'aspect RGPD à notre niveau, dans ce que nous, on envoie à ces modèles, il y a une question qui se pose effectivement sur comment ils ont été entraînés au départ. Eh ben, tu vois, là, c'était sur la slide d'après, mais ça reprend quelques questions qu'on se posait tous, évidemment, qui sont légitimes sur voilà, le questionnement des corpus d'entraînement, les permissions des données, et je sais que tout le monde attend avec impatience la discussion sur les risques, donc voilà, les jeux sont ouverts, allez-y, exprimez-vous sur les différents types de jeux. Je voulais dire un dernier truc par rapport à ce qui a été dit précédemment. On parlait des coûts de ces modèles. Là, on voit que récemment, OpenAI a mis une API pour Whisper à un prix qui est de l'ordre de 3 à 4 fois moins cher que les marchés actuels de Google, de Microsoft, etc. Donc, on voit qu'effectivement, au départ, c'est très cher, mais ils ont des effets de volume tels qu'ils arrivent à faire des choses. Après, dans l'autre sens, effectivement, nous,
s'il faut qu'on loue du temps de calcul sur Jancy, ça va pas être très compétitif par rapport à ce que OpenAI arrive avec, aujourd'hui, ils trustent plus de 50% des GPU du groupe Microsoft à eux tout seuls. Et voilà, on va pas y arriver très rapidement à avoir ce niveau de volumétrie et d'économie d'échelle aussi. Je vous laisse parler si quelqu'un veut. Sur l'aspect RGPD, alors après, je ne sais pas si c'est une réponse ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que tous les industriels, ils veulent des solutions industrielles qui suivent le RGPD. On voit Microsoft qui lance son service OpenAI, donc qui est disponible sur Azure et qui en particulier ils disent sur la plateforme, sur le site West Europe, donc en Hollande. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, j'avoue que c'est pas à 100% clair finalement si les données sont entraînées ailleurs, rapatriées, si le traitement est fait en West Europe ou ailleurs. J'ai le sentiment qu'en tous les cas, il y a une très très forte demande de tous les acteurs du marché pour avoir des moteurs locaux en fait en Europe tout simplement. Et donc je pense que là il y a aussi une opportunité. Actuellement c'est Microsoft qui est en train de la prendre. Mais je pense que c'est aux gros acteurs institutionnels et autres et industriels de se réveiller et de fournir des infras qui tiennent la route là-dessus, quoi. Oui. Tout le monde en a besoin. Ça coûte très cher quand même, mais c'est la problématique, elle est là. C'est qu'en fait, les modèles coûtent extrêmement cher et la France, on va avoir du mal à rattraper, enfin, c'est pas rattraper, mais suivre le convoi. Il y a des pays qui sont aujourd'hui extrêmement en retard. Là, il y a une histoire donc avec Llama qui est sur le marché, qui est ouvert. C'est pas ouvert sur l'ensemble du monde entier. Il n'y a pas des téléchargements dans le monde entier. C'est-à-dire que ceux qui sont privilégiés aujourd'hui, c'est l'Europe, une partie de l'Asie et les États-Unis. Bon, il y a des initiatives open source qui sont quand même intéressantes. Je vous mets si on regarde Open Assistant, par exemple, c'est une initiative donc gérée par une association qui s'appelle Lion. Sont des Allemands. C'est une association à but non lucratif. Et en fait, ils ont choisi une approche un petit peu comme la fondation Mozilla pour Common Voice. Donc, ils font appel à la communauté pour la phase de reinforcement learning. Et tout le monde peut aller contribuer, hein, donc à contribuer à construire cette alternative à ChatGPT. Je pense que c'est une voie tout à fait qui peut être fructueuse, qui est plus conforme un peu à l'esprit européen et à des valeurs de partage qu'on peut peut endosser. Moi, je vais être un peu provocateur là parce que dans le chat, si vous voulez bien, quelque chose une référence que je cherche depuis longtemps de l'exécution d'un modèle comme ça sur un Mac nouvelle génération. Oui. C'était ça dont je te parlais, François. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette chose-là que j'ai trouvé, et je pense que quelque part, bon, ça sort juste, hein, c'est sorti il y a quelques jours. Donc je pense que les questions qu'on se pose aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle ça va, dans 3 mois, on se les posera plus. On se posera encore la question des modèles open source, pas open source. Ça, c'est ça. Mais, donc tu veux dire qu'il y a ça va se régler. Donc tu veux dire qu'on aura justement la possibilité d'avoir accès et au modèle et à l'infra pour les entraînements qu'il faut. Pour l'inférence, au moins, en tous les cas, à coup sûr. Pour l'inférence, oui. Sur les petits modèles, hein. Attention. Le Llama, c'est un 16 milliards de paramètres qui peut fonctionner sur un Mac avec 64 Go de RAM, effectivement. Il y a donc Antoine, oui. J'ai une question. Du coup, la question de la souveraineté, je te la pose pas seulement à toi, évidemment, mais donc ça veut dire que on règle un petit peu la question de souveraineté? Oh, bah, pas du tout. Moi, je suis très étonné, donc je vais être un peu provocateur dans ma réponse. Moi, ce que je vois, c'est que dans le débat qu'on a là, il y a 2 axes hyper intéressants. Il y a un, ChatGPT est largement utilisé, déployé. On bosse sur les prompts, on utilise GPT en veux-tu, en voilà, etc. Et à l'inverse, on a, comme le disait Jean-Pierre, un certain nombre de modèles qui existent en Europe et qui ne sont pas utilisés. Et donc, voilà, quand on parle de... Moi, ce qui m'étonne, c'est
c'est ce débat-là quand on dit GPT, et GPT-3 est un petit peu meilleur que Bloom. Il y a les questions effectivement d'accès à des infrastructures d'inférence, parce que il y a une différence entre un modèle à 16 milliards et un modèle à 75 milliards, et encore plus avec un modèle à 1000 milliards qui va arriver cette semaine. Donc il y a évidemment des questions d'infrastructure, mais indépendamment de l'infrastructure, je m'étonne que on se réjouisse d'utiliser GPT et qu'on se dise, mais en fait, on n'utilise pas les autres. Donc ça me questionne. Est-ce que la révolution est uniquement c'est pour ça que je disais que j'allais être un peu provocateur. Est-ce que la révolution est uniquement sur la partie large AI modèle, ou est-ce que la révolution est aussi sur la partie utilisabilité? Je pose la question à la table ronde. Ouais, et aussi sur la dimension marketing et sur la dimension, celle qui fait que les GAFAM sont en position prépondérante en Europe. Oui, non, Jean-Pierre, tu vois, alors, je suis encore plus provocateur là. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui est sorti. Alors Google dit non, mais moi je voulais pas le sortir parce que machin, truc, je suis prudent, etc. Bon, ils font les vierges effarouchées. Facebook a son Llama, mais Llama c'est 10 fois moins efficace. Donc pour moi, il n'y a pas qu'une question de GAFAM ou qu'une question de marketing. Oui, parce que c'est vrai que si Antoine on va le non, j'ai pas dit qu'il y avait qu'une OpenAI, question. c'est une start-up. OpenAI, c'est une start-up, c'est pas un GAFAM. Ouais, c'est ça. Non, mais là, alors là, je vais taquiner. Une start-up financée à 1 milliard par Microsoft il y a 3 ans. Non, à 10 milliards. À 10 milliards. 10 milliards. Les 10 milliards, ils sont pas encore là. Mais financé à 1 milliard par Microsoft il y a 3 ans. Moi, Karel, trouve-moi 1 milliard chez Microsoft, je pense que je peux te faire 2-3 trucs aussi. Ouais, non, mais le problème, il est aussi là, c'est qu'on n'a pas forcément les financements. Ça nous paraît hallucinant, mais du point de vue des Américains, c'est une start-up. Et d'ailleurs, du point de vue de Microsoft, il y a des gens qui viennent de se faire virer de Microsoft parce que la petite start-up dans laquelle ils ont investi plusieurs milliards est en train de leur tailler des croupières, et ils ont viré la moitié des équipes d'AI parce que ils disent on va se faire bouffer le marché par notre investissement. Donc, c'est pas quand même, ça reste pas un GAFAM. C'est une start-up énorme avec des moyens monstrueux, comme nous, on n'en a pas du tout en Europe. Mais pourquoi on n'en a pas? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir des VC qui mettent 1 milliard dans des équipes de R&D en Europe, alors qu'on a les capacités, on a les compétences, on a la plupart des GAFA. Il faut aussi les serveurs, il faut aussi le service derrière. Il faut les hébergements aussi. Et ça consomme et ça coûte quand même très cher. Et j'ai envie d'associer à notre débat. Ton très cher. Oui, pardon. C'est quoi, Pascal, ton très cher, à ton avis? Moi, je pense que pour faire tourner ces modèles-là, ça coûte extrêmement cher, en fait. Et combien? Et ça, c'est une des premières problématiques, c'est fait que c'est-à-dire que ça restera toujours les pays les plus riches seront toujours favorisés par rapport, même si on pourrait dire que certains ont des cerveaux plus doués, mais celui qui a le plus de moyens, qui est capable de mettre le plus de moyens sur la table, c'est lui qui dame le pion au final. Après, d'accord, mais c'est combien, Pascal, à ton avis? À ton avis, pour faire tourner. Justement, on essaie de faire des calculs en interne. Pour l'instant, on essaie de comparer par rapport à le prix par serveur, démultiplié par la consommation d'un serveur et la démultiplier par rapport à un nombre. Mais c'est très approximatif, c'est très compliqué de faire un calcul au temps, heure, etc. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir justement cette réponse pour faire un calcul. Alors moi, je vais te donner une réponse parce qu'on l'a fait. Faire tourner un modèle avec la même performance que GPT-3 pour une population française ou européenne, l'ordre de grandeur, c'est entre 20 et 50 millions. Le fait de faire tourner et vraiment 50, on se lâche à fond. Ouais. L'ordre de grandeur pour faire tourner ChatGPT aujourd'hui au niveau mondial, l'ordre de grandeur est de 200 millions. Donc certes, c'est beaucoup d'argent. Bah oui. Mais je vous rappelle qu'on a un plan France 2030 qui est à 50 milliards. Non, c'est pas beaucoup. Hein. C'est assez rien. C'est le prix d'un long courrier. Ouais, on est d'accord. Donc pour moi, non, mais c'est là où je voulais en venir. Donc je continue puisque, allez, je vais prendre le rôle de provoque ce soir. Je continue. On parle pas de 10 milliards, quoi. Donc non, mais on est d'accord. aujourd'hui, moi je challenge le côté.
pourquoi on est tous baba devant GPT, ChatGPT, et pourquoi on n'est pas capable de s'organiser pour faire ça? Exactement. Et Bah, quand tu regardes Il y a du marketing aussi, Bloom, hein. dont Il y vous a parliez toute tout à une l'heure, influence marketing. Bloom dont vous parliez tout à l'heure, c'est un modèle qui est quand même extrêmement qualitatif. Mais malheureusement, ça a été un peu, on l'a fait, regardez comme il est beau, et puis bah, maintenant il existe, mais comme tu disais, personne l'utilise parce qu'on ne le market pas, on ne l'a pas enrobé dans du produit derrière, qui est comment le rendre utilisable, accessible facilement. Et c'est là où OpenAI est quand même assez fort. C'est que non seulement ils font ces modèles, mais ils les rendent accessibles facilement, Ah, ils créent oui. le buzz. Ah, mais Et il y a je suis autre entièrement chose. d'accord. Attends, je crois que c'est Jean-Pierre Proux. Je sais plus, je crois, côté Gensi. Moi, je serais ravi qu'on mette une surcouche d'utilisabilité au-dessus de Bloom au-dessus de Bloom sur un Bloom qui tournerait à l'Idris. Hein. Et il y a autre chose aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a que ChatGPT, c'est GPT-3, d'accord, mais il y a toute cette étape de reinforcement learning qui a quand même C'est vrai. été Ouais. là, une activité L'investissement complètement principal. manuelle, dont la manière dont elle a été mise en œuvre Jean-Philippe, pardon. peut être discutée. Mais bon, à la limite, on pourrait le faire de manière plus éthique. Ça coûterait sans doute beaucoup plus cher. Mais c'est un peu ça l'innovation en fait. Hein. Mais c'est une innovation de. Qu'est-ce qu'on montre dans cette innovation? On montre que pour que ces modèles larges fonctionnent, eh bien, il faut les mixer avec de la connaissance humaine. Et donc là, on abonde sur une thèse où il faut en fait hybride, une approche hybride où on voit bien que ces modèles larges essentiellement appris sur de la donnée écrite à la volée, eh bien, on s'y limite. Parce que le prompt engineering, bah oui, ça montre juste que le truc, si tu changes le prompt, nous on a fait des expériences, tu changes un mot du prompt, la réponse est totalement différente. Il y a un problème. Il y a un problème de stabilité sur ces approches. Il y a peut-être un problème inhérent à l'approche. Ouais. Je reviens juste sur les risques, peut-être Emmanuel, sur le côté recherche que tu fais. En tout cas, tu t'es forgé une idée, un avis? Ou sur autre qui prend la parole sur ce que tu souhaites. Hein. Il y en a tellement de sujets. De toute façon, Non, mais c'est très intéressant. La question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce qu'on peut répliquer les expés qu'on fait? Et ça, c'est pas évident si on n'a pas vraiment la main sur ce qui est fait. Et là, enfin, c'est tout nouveau, donc on n'est pas. Moi, j'attends beaucoup de retours là-dessus. C'est-à-dire que quand on fait des expés et qu'on dépend de modèles qui sont ailleurs, qui vont peut-être évoluer, bon, en fait, on a du mal à évaluer et à faire des choses propres à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça, c'est un En problème. Hein. particulier, si tu veux faire un déploiement industriel, tu déploies industriellement ta solution, poup, elle change. Ah, t'es bien, toi. Non, mais effectivement, c'est pas. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça la souveraineté. C'est ça la souveraineté. C'est qu'en fait, on ne maîtrise pas le truc. On ne maîtrise pas la stabilité de l'infra Bah non. et on ne maîtrise pas tout à fait non plus la stabilité de la réponse. Parce qu'une les des grosses conditions difficultés, c'est que d'utilisation. c'est ça, c'est appris sur un corpus global. On fait tout le fine-tuning qu'on veut, mais c'est extrêmement difficile de contraindre la réponse à rester dans le périmètre du fine-tuning. Donc, en fait, on peut se retrouver avec des affirmations qui sont complètement fausses, qui reviennent parfois. Et donc, contrôler ça, c'est une vraie difficulté. Il y a toute la problématique du juridique dont on n'a absolument pas parlé, mais néanmoins, aux États-Unis, il y a plusieurs procès qui ont été intentés. Alors, pour l'instant, pas sur ChatGPT, mais sur de l'IA générative d'images, parce que tout simplement, les gens ont attaqué sur des problèmes d'attaque au copyright, quoi, ou à l'API. Donc là, aujourd'hui, ça a été entraîné sur des données, en effet, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a certaines personnes qui ont vu leur code dans GitHub carrément ressortir tel que. Rien ne dit que les prompts que vous rentrez dans ChatGPT ne vont pas ressortir à un moment
chez quelqu'un d'autre. Donc toutes ces questions de propriété industrielle, de fuite de données, toutes ces questions-là, la fuite de données, je pense qu'elle est très sérieuse. Alors fuite de données personnelles, certes, RGPD, mais aussi fuite de données industrielles. Donc les gens qui font aujourd'hui des prompts en copiant leur plan stratégique, par exemple, crac, fais-moi un résumé de mon plan stratégique. Non, mais c'est étonnant quand même. C'est une question de. C'est fou, c'est C'est fou. étonnant. C'est juste de bon sens, François. Ouais, C'est oui, même c'est du bon sens pour toi et moi, parce Ouais, mais parce qu'on a trempé là-dedans. Mais si tu aujourd'hui, as envie de gagner 4 heures, Voilà. ce que je voulais dire ici sur les risques, c'est qu'il y a plein de risques. On peut les lister, on peut passer 15 ans dessus. Et je crois qu'il va falloir. Moi, j'ai toujours trouvé qu'écrire des chartes éthiques dans une entreprise, c'était pas un exercice particulièrement rigolo. Mais par contre, écrire une charte de l'utilisation de ce genre d'outils, ah ça oui, c'est important. Parce que sinon, il va y avoir vraiment des grosses catastrophes qui vont se produire, quoi. Mm. il y a Mais ça, des mais ça alertes pose, aussi. voilà. Ça pose aussi une question de compétitivité, c'est-à-dire que d'un côté, on s'inquiète de ces risques, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde utilise ChatGPT. Et de l'autre côté, nous, on essaye éventuellement de faire des solutions, entre guillemets, de remplacement qui seraient plus éthiques, plus souveraines, sauf que on a un petit peu les mains menottées derrière le dos, parce que à partir du moment où on veut que nos données d'entraînement elles correspondent à tous les critères qui nous sembleraient pertinents, tout d'un coup on se rend compte que là où eux ils ont 18 millions d'heures d'entraînement, nous on va avoir quelques centaines de milliers, et Ah donc oui. on a toujours ce problème de course aussi. Ah oui, c'est le winner take all. Le premier qui se présente, il a gagné. Il remporte le morceau, même s'il a fait des trucs absolument de sagouin. C'est vrai. Ouais, Ouais. peut-être avant d'enchaîner avec des questions du public, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, des questions. Peut-être Max et Pascal, dernière prise de parole pour résumer ou pour passer un message avant d'attaquer sur les questions. Vas-y. Écoute, non, je pense on était sur la question juridique. Hein. C'est vrai que c'est un gros sujet. Et peut-être qu'on devrait consacrer tout un webinaire là-dessus. Nous, en termes très opérationnels, effectivement, il y a plusieurs choses à dire. On est protégé quelque part par le RGPD, ce qui nous permet de mettre en avant des produits avec des technologies transformers qui sont accessibles sur des bases de connaissances qui sont restreintes, et donc qui répondent à des modèles de business qu'on peut mettre en place, en fait, qui sont aussi accessibles. Au sein des grands comptes, on va jamais intégrer un chat GPT, mais ça leur montre le potentiel en fait de ce genre de technologie. Après, on a aussi des sociétés qui sont plus petites en fait et qui sont plus ouvertes à des technologies comme celle-ci. Donc toujours sous réserve de protéger. On a une question sur la biométrie dans le chat, tout ce qui est données personnelles. Il y a des choses qu'on peut faire sur des périmètres restreints aujourd'hui. En tout cas, ça démontre le potentiel, ça nous permet de prendre en main les choses. On est quand même protégé justement par le RGPD, et on peut mettre des choses en place de manière raisonnée. Pascal, peut-être un mot Non, je suis un peu dans le même esprit de toute façon que Maxime. Je pense qu'en fait, il y a pour l'instant, il y a beaucoup de potentiel d'utiliser l'application. C'est très naissant parce qu'on est dans les premiers mois entre décembre et donc on est début mars. Je pense qu'il faut voir comment ça va évoluer. Il y a GPT-4 qui arrive aussi. Je pense qu'en fait, il n'y a pas encore de maturité, ça c'est clair. Et je pense qu'avec le temps, il va falloir prendre évidemment des décisions. Enfin, il paraît que même au niveau de Microsoft, des gens de Microsoft, on leur a interdit d'utiliser GPT. J'ai lu ça dans la presse, je ne dis pas si c'est vrai ou pas, mais ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes, que ce soit dans plein de pays du monde, qui commencent à se poser aussi des questions, comment on va pouvoir l'utiliser, parce que c'est vrai que gagner 4 heures ou 5 heures sur un travail, c'est loin d'être négligeable, et en fait, on est des humains, et si on peut simplifier la vie quelque part, on va passer par le chemin le plus court, et il faut penser à ça, donc il faut trouver le juste milieu.
Merci beaucoup à tous. C'est pas terminé. Consuelo, je sais pas, tu me donnes un coup de main par rapport aux questions des participants. Peut-être il y avait des choses intéressantes qui ont été dites dans le fil du chat. Oui, voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, on avait des questions. En fait, je les ai remis dans l'onglet. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, vous avez plus ou moins répondu. Donc, il y avait le commentaire qu'avait cité Antoine de JP Pro, donc qui disait ça serait possible de faire des cours sur notre machine qui sera à l'IDRIS prochainement. Et il fait référence au projet cluster, un des objectifs de pouvoir accueillir, voilà, développer un peu. Ça, c'était un commentaire. Sinon, Cécile disait, je ne sais pas si vous avez parlé des données qui ont entraîné la machine au niveau de la voix, mais la voix étant une donnée biométrique, voilà, on revient dessus, vue également par le CCPA. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que, si vous voulez répondre à Cécile? En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut... en fait, ChatGPT, aujourd'hui, ça permet de traiter le texte, donc pas de la donnée voix directement, a priori, hein, de ma connaissance. Quoi qu'il en soit, dans le texte, il peut y avoir des données personnelles, et effectivement, il faut faire attention si on doit proposer des choses à ChatGPT ou si on veut proposer des choses à ChatGPT. Je ne pense pas que la question porte sur le questionnement est-ce que la voix est une donnée biométrique? Oui. Et toujours, il faut bien sûr entrer dans le cadre des finalités à mettre en place, enfin des finalités qui sont préconisées par le RGPD. Je pense qu'elle faisait peut-être référence à Whisper, qui a été que j'ai évoqué à un moment, et donc pour la reconnaissance vocale, qui est donc un modèle aussi développé par OpenAI. Donc pour Whisper, en fait, ils ont utilisé les enregistrements de YouTube, donc qui bon, là aussi, hein, on a peut-être il y a certainement des questions à se poser en termes de propriété intellectuelle, mais bon, visiblement, ils ne s'en sont pas trop posés. Ils ont essayé de récupérer, en fait, ils ont nettoyé parce que donc il y a possibilité via l'API de YouTube de récupérer la voix et la transcription, en fait, ce qui apparaît en sous-titres. Et donc, ils ont essayé de nettoyer pour identifier les sous-titres qui avaient été faits à la main pour avoir des données les plus propres possibles. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour Whisper principalement. Oui. Après, il y a un commentaire de Cécile qui argumente un peu. Elle dit oui, mais si les données voix sont entrées dans ChatGPT, quelle assurance de ce qu'il fait des données? Bah oui. Non, mais ChatGPT, c'est du texte, ça prend du texte en entrée, hein, ChatGPT. Ça ne peut pas prendre de la voix en entrée. Du principe qu'il ou de la voix transcrite, mais il y a Bing a mis un micro quand même il y a un micro côté Bing, et je pense qu'avec les usages, on va de toute façon aller de plus en plus à la voix. Donc il ne faut pas imaginer que notre voix sera conservée. Évidemment, vu sous cet angle-là, vu qu'on est filmé par Teams et compagnie, il faut imaginer que d'ici un an, on va commencer à avoir des avatars dans Teams à la place de nos visages. Hein. Il ne faut pas se leurrer, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en train de au mieux. Donc on n'aura plus besoin de s'habiller, plus besoin de prendre sa douche le matin. On aura notre avatar qui lui sera toujours en pleine forme et qui pourra peut-être même faire la conversation à notre place. Donc voilà, partager. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on ira dans cette direction-là de toute façon. Mais ce n'est pas forcément pour demain. Et Antoine, justement, fait la promotion d'un sondage qu'il a mis, qu'on a mis, voilà, j'espère que vous pourrez répondre, en tout cas. Je ne sais pas si on a d'autres questions, Consuelo. J'avoue que je n'ai pas scrollé. Alors là, non, nous avions... on a des commentaires de Prou qui disait « Pourquoi ne pas utiliser le réseau de Bloom d'HF pour votre recherche ?» On en a parlé de Bloom.
Voilà. Il y a un truc, François, Sinon, voilà, qui évoquait le fait qu'il avait mis en place pour oui, il y a un l'assistance des commentaire. personnes âgées. Bah ça paraît intéressant. Donc, effectivement, tous les cas d'usage un petit peu où on peut faire du small talk, il n'y a pas trop de danger par rapport aux données qui sont envoyées. Why not? Oui, exactement. François disait, nous avons intégré ChatGPT dans notre assistant vocal pour les personnes âgées pour tester les usages à domicile. Et on commence à avoir une idée sur la question. Oui, voilà, c'est ce qu'il nous disait, c'était François. Donc là, je vois que commence à répondre un peu au sondage. Le sondage est anonyme? Entre souveraineté et gain d'utilisation, où Non, je votre pense cœur que balance. et Lab vont récupérer les résultats et appellent un par un les participants. Le sondage est anonyme, il est géré par ChatGPT, il n'y a que Microsoft qui a la réponse. Oui, François voulait parler. Attendez, j'ai un petit... oui, passez le micro à François, allez-y. Oui. Allons-y. Non, c'était... Oui. Vous m'entendez? Très bien. Oui, c'est Bonjour. juste que... Bonsoir. Pour les personnes âgées, en fait, nous, on réfléchit sur le fait qu'on puisse... que ça va... comment dirais-je? Ça va pas vous étonner, mais c'est un usage qui... L'idée, c'est de compléter des réponses que donne notre assistant vocal quand les personnes âgées nous posent des questions sur notre assistant qui s'appelle Barnabé, et notre assistant, lui, ne répond qu'à ce qu'il sait faire. C'est pas du tout un assistant généraliste à qui on peut demander l'âge de Vercingétorix ou autre. Il ne répond que sur des choses sur pourquoi il est fait. Mais par exemple, pour vous donner un exemple très simple, on est en train de réfléchir au fait de pouvoir faire des réponses sur la météo beaucoup plus complètes et avec une forme de conseil, par exemple, lié au contexte, alors qu'aujourd'hui, on dit juste ce qui se passe dehors et on n'en tire pas de conclusion. Donc voilà, donc en fait, on est en train de réfléchir sur comment on peut compléter et rendre mieux service. Par contre, on réfléchit aussi au fait de ne pas aller vers l'idée qu'on pourrait rendre un assistant être le meilleur ami de la personne âgée en question via de la conversation. Voilà, c'est tout. Techniquement, si je peux me permettre, malgré tout, j'ai fait une simulation dans GPT en me faisant passer pour une personne âgée qui avait Alzheimer à 86 ans, et donc j'ai envoyé mon historique et ma vie passée. Et donc ensuite, j'ai dit à GPT, pose-moi des questions. Et le résultat, je peux vous garantir qu'il est globalement bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à conserver le contexte, il se réfère à l'historique de la personne, de son passé, si elle a eu son bac, qu'est-ce qu'elle a fait dans son travail, qui elle a rencontré, etc. Le résultat est assez intéressant. Je ne dis pas qu'il faut forcément le mettre en production, je trouve ça un peu bizarre de laisser des personnes âgées avec des robots, mais d'un point de vue technologique, par contre, je peux vous garantir que ça fonctionne parce qu'on a fait un test plutôt jeudi-vendredi et le résultat était bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà. C'est l'autre. Je sais que les Suédois à la caisse de retraite, ou je sais plus qui fait ça avec une boîte française d'ailleurs, je crois, pour essayer justement pour les gens de créer un outil de mémoire pour les personnes âgées, pour la famille, enfin pour la transmission. Ça fait déjà il y a déjà plusieurs essais d'usage autour de cette question-là. Oui. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Et en même temps, c'est très tentant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent sans rien dire. Donc, c'est bon, on va pas rentrer dans le débat. Oui. Mais et juste là-dessus, est-ce que ça a été, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça a été, est-ce que vous l'avez testé aussi en réduction de l'impact de la maladie? C'est-à-dire, en gros, comme ça donne des bonnes réponses sur le niveau mémorisation, le fait que la personne, on lui redonne de sa mémoire via un robot, ça l'aide à ce que la maladie se diffuse moins vite, en fait. Alors là, c'était juste un test pour voir si ça fonctionnait, donc c'est fonctionnel.
Mais il faudrait effectivement, dans l'autre sens, aller plus loin. C'est vrai qu'une étape en amène une autre. Et donc, l'autre étape serait de se dire, je reprends, comme disait Maxime tout à l'heure, l'ensemble de la conversation et donc j'en fais un résumé quelque part. Et donc, j'essaie de savoir si la qualité du résumé donc, répond bien au fait que la personne a conservé sa mémoire par rapport à un fichier ou alors une date antérieure et dire non, globalement, elle se souvient toujours des mêmes souvenirs ou alors il y a une perte de mémorisation. On pourrait mettre une IA qui donne un scoring de perte de mémoire. J'ai pas, enfin, quelque part, ça peut se construire. J'ai pas dit que ça se construit du jour au lendemain, mais je suis sûr que même si on parle comme ça, sans l'avoir imaginé, voilà, on met une petite start-up qui se met dessus à 6-7 personnes, ils vous sortent un proto. 10 milliards, 10 milliards ou 1 milliard 10 milliards, on va à 10 milliards, plus personne n'aura Alzheimer avec GPT qui sera là pour nous rappeler tous nos souvenirs. Non, je dis ça, non, malheureusement. Avec Docker PT, Docker GPT. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est un très bon terme. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut imaginer que dans l'avenir, de toute façon, ça va nous envahir. Je pense que les prochains nous envahir, ça va être. On va retrouver ça dans WhatsApp, dans tous les outils. Donc, partout, ça va être. Et GPT-4 est sorti pendant qu'on faisait notre conversation. C'est assez honneur de ce webinaire. On attendait que tu appuies sur le bouton. Peut-être proposer des conclusions. Ah, voilà, le sondage est sorti. OK. Ah, pardon. Attends. Oh, putain. Non, mais avant de passer aux conclusions. Pardon. Alors. Ah, vous voyez? Ah oui, j'attends des solutions européennes. Oui, c'est parce qu'en fait, je pense que ça dépend de quel usage on parle. Non, mais là, il y a des bons élèves, là. Il y en a qui n'ont pas voté quand même. Hein. C'est un vote. Non, mais il y a 50% de participation et en gros, c'est 40-40-20, quoi. Ouais, après, on peut mixer solutions sécurisées et solutions européennes. Ouais. Honnêtement, moi, je ne serais pas binaire autant que ça. Hein. De voir la puissance de l'utilisabilité. Antoine, c'est un peu biaisé aussi parce que la question, ça dépend. Il y a des tâches pour lesquelles je n'ai rien à faire parce que c'est pas sécurisé, je m'en fous. Il y a des tâches, ça me génère une lettre, un mail. Bon, c'est pas grave. En revanche, c'est sûr. Oui, mais tu vois, c'est pour ça, c'est ton cœur qui parle là. Mon cœur. Oui. Cœur balance. Ouais. Bon, c'est plus à vous maintenant autour de la table. Bon, il y a 9 minutes. Alors, vous êtes 8, donc 1 minute par personne. On saura faire ou pas? Moi, je mets mon 1 minute par personne, conclusion. Si vous voulez bien. Hein. Sinon, attends, il faut 10 secondes pour écrire à GPT une réponse qui va prendre 10 minutes. D'accord. Alors, Françoise, on va démarrer par toi, peut-être, parce que... Par moi? Pourquoi par moi? Parce que comme ça, on tourne. Moi, je dis que c'est une révolution qu'il est hors de question d'ignorer. Ce serait une grave erreur. Que l'Europe doit se poser tout un tas de questions sur les outils dont elle a besoin, les formations dont elle a besoin, et l'encadrement qu'il va falloir mettre autour de tout ça pour sécuriser. Je ne dis pas qu'il faut absolument réguler, mais quand même, il va falloir. Oui, un peu. Alors, Amédée, alors je vais... Ouais. Merci Françoise pour ça. Oui, moi je pense que pour nous tous pour tous ceux qui sont éditeurs de logiciels ou qui travaillent dans l'industrie, je pense que encore une fois, ChatGPT, ça a le grand mérite de montrer toutes ces perspectives, d'ouvrir ce sujet auprès d'un très large public, et que nous, en tant qu'industriels, ils ont tous des très fortes attentes et voilà, ils nous attendent et on est là pour ensemble construire des solutions qui soient vraiment à la hauteur de cette révolution et leur amener tous ces gains de productivité qu'ils attendent. Merci Amédée. Emmanuel. Oui, bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Pour nous, le grand défi, c'est de réussir à faire de la formation sur ces sujets et rapidement pour que nos étudiants s'emparent de ça et qu'on propose des étudiants bien formés là-dessus et que ça crée des nouveaux produits, qu'il y ait de l'innovation et des tas de choses autour de ça. C'est un vrai challenge, hein, c'est pas simple. Hein. J'entends bien. Jean-Pierre.
Ben, pour ma part, ben, je voudrais, dans cette conclusion, quand même mettre l'accent effectivement sur l'enjeu de souveraineté hein, qui est associé à ces large language models. Et puis sur le fait que, bien évidemment, l'open source, en tout cas pour moi, et je peux avancer des arguments, détient une partie intéressante de la réponse. Je pense aussi que notre devoir en tant qu'industriel, c'est aussi de rechercher des modèles qui sont plus éthiques, notamment plus éthiques en termes de consommation de ressources. On ne peut pas ignorer à l'heure actuelle quand même l'empreinte écologique forte de ces modèles d'intelligence artificielle qui ne va qu'en s'accroissant. C'est aussi à nous de montrer qu'on peut concevoir des modèles qui sont plus légers, moins gourmands en ressources, qui seraient sans doute plus spécialisés. Il y a une piste intéressante là que j'ai vu un petit peu dans la littérature autour des modèles dits experts. Peu denses, hein, à contrario des modèles à la GPT qui sont eux très denses. Un peu sur le modèle du cerveau, on aurait donc dans un modèle donné plusieurs régions, et ça serait que la région utile qui serait activée aux besoins. Et du coup, on obtient des modèles qui, même s'ils qui peuvent être assez gros, mais qui sont beaucoup moins consommateurs de ressources. Merci Jean-Pierre. Max? Oui, moi j'aurais deux conclusions. Bon, la première sur une tonalité un peu plus légère, on a un super vélo et il faut apprendre à pédaler en respectant le code de la route. La deuxième, c'est on est dans le cycle de la voix avec soutenu par le Francia et avec le Voice Lab, organisé avec le Voice Lab. Nous, on développe des technologies qui seront intégrées dans une marketplace. Vous pourrez avoir accès et vous pouvez dès à présent avoir accès à des conseils justement pour la mise en place, tout en respectant le code de la route de cette technologie-là, et à une marketplace bientôt qui vous permettra de fusionner, d'utiliser des technologies, par exemple de reconnaissance vocale, pour créer votre solution en fait, qui est basée sur des technologies qui sont souveraines, sécurisées, européennes. Parfait, on ne pourrait pas mieux faire. Qui reste donc peut-être Antoine? Karel. Et Karel. Pardon, Karel. Vas-y, Karel. Non, moi, je vais ouvrir la porte pour Antoine, en fait, en reprenant un peu son ton un peu provocateur. Mais donc, je viens de lire là sur ChatGPT 4, enfin non, sur GPT-4, tout court d'ailleurs, que donc Morgan Stanley annonce qu'il travaille sur un système pour utiliser toutes les informations de la compagnie pour créer automatiquement des analyses financières. Khan Academy va lancer un tuteur automatique pour faire de l'éducation à partir de GPT-4. Moi, j'ai un de mes clients qui est une boîte américaine, une Fortune 100, qui utilise du GPT-3. Donc, quand on disait tout à l'heure que c'est pas des choses qui peuvent être mises en prod et qu'il faut attendre et faire des choses plus propres, aux US, ils attendent pas. Il y a des grosses boîtes qui font des choses déjà avec ces technos. Et donc, je pense que nous, il faut à la fois qu'on essaye de trouver des solutions plus légères, plus vertes, mais il faut aussi qu'on avance vite si on ne veut pas être laissé sur le bord du trottoir, à mon avis. Voilà. Antoine, je te laisse le mot de la fin. Merci, c'est gentil comme tout, Karel. Moi, je vais avoir une conclusion rapide en 30 secondes qui va être à la lumière du sondage. Je pense qu'effectivement, il y a deux urgences, comme Karel nous l'apporte, il y a deux urgences, si j'en crois ce qu'on dit et les usages qu'il y a déjà. L'urgence, c'est il est urgent de s'emparer de ChatGPT si on veut pas être disrupté, y
compris s'il y a des risques, pour au moins apprendre à l'utiliser et apprendre à développer des solutions, comme le disait Maxime, on top, qui permettent d'en partie le sécuriser. Et puis, il est aussi urgent, visiblement, de réussir à se mobiliser pour avoir une solution européenne complète qui peut passer en production, qui ira aussi sans doute des niveaux d'encadrement et de code de la route qui soient un peu différents. Voilà, donc 2 urgences, et j'espère que sur la deuxième, on aura des choses à vous partager au mois d'avril. Nickel. C'est le teasing du soir. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Finalement, le mot de la fin, on laisse passer quand même Pascal, et j'aurai le mot de la fin. Mais vas-y, Pascal. Bien sûr. Bien sûr. Excuse-moi. Tu as failli m'oublier. La team l'aîné en conclusion. Dire que, de toute façon, on en parle souvent. C'est des sujets qui sont assez récurrents. Quand je parle pas à Katia, je parle à mon bot. Oui, je pense que nous, de toute façon, vous l'avez dit, j'aime bien l'histoire pareil, la route, le motard, pas aller trop vite, etc. La souveraineté, je pense, c'est essentiel. De toute façon, nous, on l'a demandé dans le corps médical d'aller là-dessus. Je pense que de toute façon, on est en train d'hacker les téléphones avec des bots derrière. Donc, ça va être de plus en plus fort. Je pense que d'ici la moitié de l'année, je pense que les bots seront beaucoup plus puissants qu'ils n'ont jamais été. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, des métiers qui vont aussi disparaître. Il faut s'y attendre et il faut s'y préparer. Voilà. Après, merci Pascal et merci à toutes et à tous. Vous avez presque tout dit. Évidemment, avant de passer la parole à Consuelo, moi, mon souhait, c'était effectivement à la fois de trouver cet équilibre, et vous l'avez tous dit un petit peu des uns et des autres, à la fois aller rapidement accélérer, ne pas attendre, parce qu'aux États-Unis, ils n'attendent pas, les entreprises devraient, mais en même temps, composer avec ce qui nous est imposé, et en tout cas on se l'impose nous-mêmes par rapport à l'éthique, au respect RGPD et aussi bientôt AI Act et tous les autres régulations qui vont arriver. Et je pense qu'autour de Hub et du Voice Lab, il y a une très belle dynamique. Continuons comme ça à travailler ensemble, parce que je pense que c'est ça qui fait notre force. Voilà, ça c'est le mot de conclusion. Consuelo, je te passe la parole parce que je pense que tu as quelque chose à nous annoncer ou dire. Moi, oui, c'est juste des détails techniques que j'en donne à tout le monde. Donc, déjà, merci d'être resté avec nous jusqu'à 18h30. Et si vous voulez revoir ce webinaire ou écouter notre discussion, elle sera disponible sur le site du Voice Lab et dans la chaîne YouTube du Hub Francia. Et ensuite aussi, si vous voulez contacter par voie transverse nos intervenants, vous pouvez écrire à contact@levoicelab.org et n'hésitez pas à aller sur nos sites, sur nos pages, et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir sur le plateau du cycle de la voix. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.